Je suis cette semaine dans les Alpes et je vais en profiter pour vous raconter une histoire qui se déroule à la montagne. Non pas ici, mais en Russie, dans l'Oural, en 1959. Fin janvier, 9 randonneurs très expérimentés partent en expédition dans les montagnes russes. Ils n'en reviendront jamais. Mais pire que ça, leurs corps seront retrouvés dans des conditions extrêmement mystérieuses. Il s'agit d'une affaire qui fait encore aujourd'hui beaucoup parler, tant les conditions qui ont mené au décès de ces 9 individus demeurent inexplicables. Mais alors que s'est-il passé dans la nuit du 1er au 2 février 1959 dans les montagnes de l'Oural? Eh bien aujourd'hui, je vous parle de l'affaire du col Dyatlov. En 1959, au sein de l'Institut Polytechnique de l'Oural, une expédition est organisée. Elle regroupe initialement 10 personnes, 9 étudiants et un professeur de l'université, 8 hommes et 2 femmes. Le chef du groupe, qui est à l'origine de cette expédition, se nomme Igor Dyatlov. Bon alors qu'on se le dise tout de suite, c'est pas du tout des débutants en randonnée. C'est pas le genre de personnes qui abandonnent leur expédition dès le premier jour parce qu'ils ont des ampoules aux pieds. En effet, les 9 étudiants visent l'accréditation suprême de l'alpinisme russe, le niveau 3. Pour ça, c'est très simple, ils doivent mener à bien une expédition de catégorie 3. La catégorie, bien sûr, la plus difficile. L'itinéraire est le suivant. Atteindre Otterton, une montagne de l'Oural, lors d'un parcours de 320 km, et le tout en gravissant 2 sommets. L'expédition devait durer de 16 à 18 jours. De quoi bien s'amuser. Le 27 janvier, c'est parti, les 9 étudiants et leurs profs de sport se lancent à l'aventure. Plusieurs membres de ce projet prennent avec eux des appareils photo. Les images que je vais vous montrer tout au long de la vidéo sont absolument authentiques et ont été prises au cours de l'expédition. Mais dès le premier jour, un membre de l'équipe quitte déjà l'expédition. En effet, dès le début, Yura Yudin, souffrant d'une sciatique, décide de ne pas poursuivre la randonnée. Il ne le sait pas encore, mais cette décision va lui sauver la vie. Maintenant porté à 9 membres, le groupe va poursuivre son expédition dans l'Oural. Le temps leur sourit, il ne fait que moins 8 degrés dans les premiers jours. Ça va. Le programme de chaque journée est très simple. Départ vers 8h30, des pauses tous les 2-3 km et un arrêt à 17h30 pour établir le campement. Le soir, les aventuriers dorment dans des tentes qu'ils partagent. Le 31 janvier, soit 4 jours après le départ, c'est là que les choses sérieuses commencent. Le groupe se prépare à effectuer sa première ascension. Les conditions météorologiques, bien que praticables, se sont quelque peu dégradées. Il fait environ moins 25 degrés. C'est le lendemain matin, le 1er février, qu'ils partent gravir le premier sommet de leur expédition. Les conditions météorologiques s'empirent et deviennent extrêmement mauvaises. On a alors une visibilité de seulement quelques mètres. Si bien que le groupe d'alpinistes finit par dévier de sa trajectoire initiale et se dirige vers le mont Kolar-Syakhl, surnommé montagne morte par les locaux. Les membres du groupe finissent par se rendre compte de leur erreur. Igor Dyatlov, le chef du groupe, décide qu'ils vont s'arrêter sur place pour la nuit et rectifier leur trajectoire le lendemain. La décision de dormir sur place, elle est étrange, car les aventuriers se situent dans une pente et qu'à seulement 1 km de là, il y avait une forêt. Cette forêt les aurait protégés des mauvaises conditions météorologiques. Cette nuit, du 1er au 2 février 1959, sera leur dernière. Avant de démarrer ce chapitre, sachez que j'ai décidé dans cette vidéo de ne pas montrer d'images choquantes. Si cela vous intéresse, vous pouvez les retrouver très facilement, trop facilement peut-être, sur internet. Pour les autres, on peut continuer la vidéo l'esprit tranquille. Plusieurs jours après cette nuit, l'université Polytechnique et les proches des randonneurs sont sans nouvelles. Igor Dyatlov devait envoyer un télégraphe le 12 février lorsque l'expédition serait terminée. Mais rien. Le 20 février, les recherches démarrent afin de retrouver les individus portés disparus. C'est là que les choses deviennent étranges. Quelques jours après, le 26 février, les recherches trouvent un campement abandonné. Il se situe au mont Kolat-Syakhl. Première curiosité, la tente semble déchirée de l'intérieur. Des chaussures et du matériel sont toujours sur place, comme si quelqu'un avait voulu s'échapper précipitamment. Le lendemain, à 1,5 km du camp, à la lisière d'un bois, 2 premiers corps sont retrouvés au pied d'un grand pin. Sur place, les secours trouvent les restes d'un feu de bois. Mais ils remarquent surtout très vite que les 2 hommes sont en sous-vêtements. Leurs mains sont brûlées comme s'ils avaient tenté de les mettre au feu pour les réchauffer, sans succès. Plus surprenant encore, des traces montreraient qu'ils ont essayé de grimper sur ce pin. Le même jour, les recherches se poursuivent et on trouve 2 autres corps entre le pin et le campement. L'un de ces 2 corps est celui du chef de l'expédition, Igor Dyatlov. Contrairement à leurs camarades, ces 2 hommes étaient vêtus, bien que légèrement,
mais n'avait pas de chaussures. Le 5e corps, celui de Rustem Slobodin, sera retrouvé 2 semaines après. Lui aussi entre le pain et le campement. Le jeune homme, alors âgé de 23 ans, était lui aussi légèrement vêtu, mais plus curieux, il avait le crâne fêlé. Il faudra attendre 2 mois supplémentaires pour retrouver le corps des 4 individus manquants. Ils furent localisés le 4 mai 1959 sous 4 mètres de neige dans un ravin. Et c'est là que les choses deviennent très mystérieuses. Contrairement à leurs compagnons, eux étaient plutôt bien vêtus. Ils avaient en fait récupéré des vêtements des autres randonneurs. 3 d'entre eux ne sont pas morts d'hypothermie. Leur mort paraît bien plus violente. L'une des 2 femmes est retrouvée avec 10 côtes brisées. Elle n'a plus de langue ni d'yeux. Un autre a 5 côtes brisées et les yeux en dehors de leur orbite. Le dernier a le crâne complètement fracturé. L'autopsie est formelle, les blessures sont bien trop profondes pour avoir été causées par un humain. Autre fait marquant, certains vêtements retrouvés portent des traces de radioactivité anormalement élevées. Une fois tous ces éléments en main, on ne peut se poser qu'une seule question, que s'est-il passé dans la nuit du 1er février 1959 ? Plusieurs enquêtes vont très vite avoir lieu, l'affaire s'ébruite et un bon nombre de théories apparaissent. Le monde entier détient tous les éléments de l'énigme, mais celle-ci n'est toujours pas résolue. Il y a de nombreuses théories sur ce drame. Je vais vous les raconter en allant de la plus extravagante au plus probable. Et oui, pour chaque histoire mystérieuse, certaines personnes finissent par accuser les extraterrestres. Vous l'avez vu tout au long de la vidéo, les explorateurs ont pris des photos au cours de leur expédition. Mais l'une d'entre elles pose question. Il s'agit de la photo numéro 34. Selon eux, cette étrange forme serait la preuve accablante d'une arrivée extraterrestre depuis le ciel. Autre argument qui vient alimenter cette théorie, un membre de l'équipe de recherche dit avoir été témoin du phénomène suivant. Nous avons vu une boule de feu flotter dans le ciel près du col. Elle a quitté le col et s'est éloignée de nous en flottant. Et puis elle a tout simplement disparu à l'horizon. Nous étions tous dans l'incompréhension. Ceux qui supportent cette théorie pensent qu'il y a eu de nombreuses autres apparitions extraterrestres, mais que celles-ci ont été cachées par le gouvernement russe. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est pas la plus probable. L'endroit où avait lieu l'expédition se situait dans un lieu reculé de la Russie. Là-bas vivent plusieurs autochtones nommés les Mansi. Une théorie veut que ces autochtones aient attaqué les randonneurs et les aient tués, car ils auraient profané leur montagne sacrée, le Kholat Syakhl. En effet, le lieu du drame se trouvait à seulement 100 km d'un camp Mansi. Néanmoins, il y a plusieurs arguments qui démontrent cette théorie. Premièrement, il n'y a pas eu de signe de lutte sur place et les seules empreintes retrouvées sont celles des randonneurs. Enfin, les Mansi sont connus pour être très accueillants et pacifistes. Lorsque les cadavres ont été retrouvés, un seul n'était pas identifiable avec certitude, celui de Semyon Zolotarov. Très vite, certains l'accusent d'être responsable de ce massacre. Il aurait simulé sa mort et fui sous une nouvelle identité. Juste avant de démarrer l'expédition, il avait confié à ses camarades que le monde entier se souviendrait de cette expédition, sans en expliquer les raisons. Néanmoins, son corps a été formellement identifié depuis, écartant cette théorie. On notera néanmoins qu'il est envisageable qu'un ou plusieurs membres du groupe aient eu un coup de folie. Ils auraient alors pu entraîner leurs compagnons dehors dans le froid intense. Dans des conditions aussi extrêmes, il est scientifiquement possible de littéralement perdre la tête et de précipiter un groupe vers sa perte. Ça n'explique pas néanmoins les blessures de 4 d'entre eux. Passons maintenant aux 2 théories les plus probables. C'est l'une des théories qui a fait couler beaucoup d'encre. Les aventuriers de l'Oural seraient décédés suite à des expériences militaires qui auraient été menées dans la région. Le soir du drame, un autre groupe de randonneurs se situant à 50 km de là a été témoin de quelque chose d'étrange. Des sphères oranges dans le ciel en direction des lieux du drame. Les enquêteurs prennent cette piste très au sérieux, sachant que d'autres témoignages viennent confirmer la présence de ces sphères oranges dans la région. Si l'armée russe testait une nouvelle arme nucléaire, la présence de radioactivité sur les vêtements des randonneurs serait alors justifiée. Lorsqu'ils décident d'en parler à leurs supérieurs, ceux-ci leur ordonnent sur le champ d'abandonner cette piste. De plus, l'armée donna l'interdiction de passage dans la zone pendant 3 ans après les découvertes des corps. Les éléments qui contredisent cette supposition sont les suivants. Il n'y avait pas de traces d'explosion ni de restes de débris métalliques sur place lorsque les corps ont été trouvés. Ensuite, la base militaire la plus proche se situait à 600 km de là. Et l'autonomie à l'époque pour un avion n'était pas suffisante pour faire un aller-retour de la base au lieu du drame. Pour ce qui est de la radioactivité présente sur certains vêtements,
quelque chose peut l'expliquer. Un incident nucléaire s'était produit 1 an plus tôt dans une centrale de la région. Celle-ci avait entraîné la fuite d'un nuage radioactif qui aurait pu contaminer certains d'entre eux. De plus, parmi l'équipement des randonneurs se trouvaient des lampes au thorium qui sont réputées pour relâcher de petites particules radioactives. Sympa au niveau de la sécurité. Cette théorie, qu'on se le dise, est probable et encore aujourd'hui, beaucoup de personnes la soutiennent. Enfin, pour terminer la vidéo, je vais vous exposer la théorie qui a été officiellement retenue par la justice russe après plusieurs réouvertures de l'enquête. Cette explication, peut-être la plus rationnelle, est celle de l'avalanche ou de la coulée de neige. Retraçons les faits. Le soir du 1er février 1959, le groupe aurait été surpris par une coulée de neige. Par peur d'être ensevelis et probablement sous la panique, ils auraient déchiré la tente pour s'en extirper le plus vite possible. Les randonneurs se sont dépêchés de quitter le camp et se sont retrouvés à la lisière du bois pour y faire un feu. L'un d'entre eux, sûrement Rustem Slobodin, serait monté à l'arbre afin de récupérer des branches pour alimenter ce feu. Malheureusement, une branche cède et il tombe au sol, se fracturant le crâne. Les 4 personnes les mieux équipées décident alors de retourner à la tente afin d'aller chercher des habits et des vivres. Mais la visibilité étant alors quasi nulle, ils seraient tombés dans un ravin. Ceci expliquerait les lourdes blessures, côte brisée et crâne fracturé. N'ayant pas de nouvelles de leurs camarades, 2 autres individus, dont Igor Dyatlov, décident de rejoindre le camp, mais meurent d'hypothermie sur le chemin. Les autres auraient tenté d'alimenter le feu tant bien que mal, mais seraient morts de froid, sans nouvelles de leurs amis. C'est aujourd'hui la version officielle et sûrement la plus probable. Néanmoins, tout ne concorde pas. Bien que dans l'urgence, pourquoi est-ce que des alpinistes chevronnés auraient quitté leur tente en caleçon? Pourquoi est-ce que 2 des randonneurs retrouvés dans le ravin n'avaient plus leurs yeux et leur langue? De plus, la tente se situait sur un sol peu pentu, rendant donc peu probable qu'une avalanche suffisamment importante ait pu se produire et faire fuir les randonneurs. Quand les chercheurs ont retrouvé le campement, ils n'y ont pas trouvé de traces de coulée de neige. Alors que s'est-il passé dans la nuit du 1er au 2 février pour ces 9 randonneurs russes? On ne le saura sûrement jamais. Et le silence de la justice russe laisse place aux théories les plus folles. Les 8 étudiants ainsi que leurs professeurs ont emporté avec eux le secret de ce col du mont Kolatsiakl, depuis renommé col Dyatlov.